WebEx Assistant is enabled to save audio highlights.
Bonjour. On va commencer, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est dommage. Bon, je vais partager mon écran. On va s'attaquer à l'exercice numéro 2. On va essayer d'aller vite, que je suis un peu en retard par rapport au TD. Donc l'exercice 2, en fait, il nous présente l'algorithme. Vous m'entendez là, c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur, on vous entend. Très bien. Il nous présente l'algorithme de Dijkstra. Bon, c'est exactement la même chose qu'on a fait en cours. Bon, alors, cet algorithme, il est à peu près là. Donc, l'algorithme, il a comme principe de partir d'une certaine initialisation. Après, il y a des améliorations au fur et à mesure des poids ou, si vous voulez, associés au chemin. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait en cours. Bon, peut-être que ici, on ne va pas l'appliquer tel qu'il est, mais on va juste s'intéresser à la problématique qui est posée dans cet exercice. Donc, au lieu de calculer le chemin le plus de coût minimal dans un graphe, en fait, ici, on nous demande on nous définit la notion de fiabilité comme une mesure. Donc, à partir d'ici, si vous voulez, voilà. On définit la fiabilité comme une mesure de probabilité sur les arcs, donc la mesure de probabilité qui est comprise entre 0 et 1. Sur les arcs, on associe à tout arc IJ une valeur RIJ comprise entre 0 et 1 qui représente la probabilité que l'arc soit opérationnel. Donc on définit la fiabilité d'un chemin oméga dans un graphe comme étant le produit des probabilités sur ce chemin. Ce n'est plus la somme, mais c'est le produit. On veut déterminer le chemin de fiabilité maximale dans un graphe, donc orienté, partant d'un sommet S. Donc on nous demande de réécrire l'algorithme de Dijkstra en apportant les modifications nécessaires pour résoudre le problème de fiabilité maximale. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une recherche d'un chemin de coût minimal qui est donné ici dans cet algorithme, on doit adapter cet algorithme, on doit le modifier pour rechercher plutôt le chemin de fiabilité maximale. Donc ça, c'est la première question. Donc c'est exo 2. Première question, donc, adapter l'algorithme de Dijkstra pour le calcul, pour déterminer, si vous voulez, le chemin de fiabilité max. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, si je prends un peu cet algorithme, donc, je vais le copier ici, ça ne marche pas. Donc, je vais le ramener plutôt du point EDT. Donc, voilà. Donc, si on doit partir d'un sommet X1, donc l'initialisation ici, elle est la même. Par contre, D de S
va être égal à 0. Est-ce que c'est 0? On cherche une probabilité. Ici, c'est, je pense que c'est petit. Donc, c'est ça. S, c'est le sommet source, hein, le sommet à partir duquel on part. Donc, ça doit être initialisé à combien ici, à votre avis? Comme on doit avoir des produits après, Plus, ben, plus à plus. l'infini. Non. On doit avoir des probabilités. Les probabilités, elles sont toujours comprises entre 0 et 1. Et comme il y aura des produits, Alors, donc alors. ça va être un 1, exact. Et opt de S, c'est quoi en fait? C'est juste quel est le prédécesseur. Ici, en principe, c'est l'ensemble vide, hein. Pas 0, c'est l'ensemble vide. Bon, j'écris vide comme ça. Ou sinon, on peut écrire comme ceci. Alors, pour tout i appartenant à x, bon, x c'est l'ensemble des sommets, bien sûr. Si i et i est différent de s, faire d de i est égal à plus l'infini. Ça, c'est aussi une initialisation. Donc, est-ce qu'on va mettre plus l'infini ici ou non? En fait, comme ici, c'était combien? C'était 0, n'est-ce pas? C'était 0 ici, et c'est devenu 1. Par contre, ici, c'est l'infini. Mais là, quand l'algorithme qui est là, enfin, qu'on avait de Dijkstra, c'est pour calculer le chemin de longueur minimale. Donc, quand on cherche la longueur minimale, on met en fait la valeur la plus grande pour essayer d'améliorer. Donc, quand on améliore, on obtient quelque chose de plus petit. Et là, par contre, comment on cherche le chemin de longueur maximale, enfin de fiabilité maximale, donc qu'est-ce qu'on doit mettre ici? 0. 0, exact. Alors, tant que S, le cardinal de S est inférieur à n, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas visité tous les nœuds en quelque sorte, parce que pour l'instant, cardinal de S, c'est x1 seulement, hein. On devrait mettre comme ça. Donc, choisir un sommet I n'appartenant pas à S, choisir un sommet n'appartenant pas à S, et dont le DI est égal au minimum. Donc, qu'est-ce qui devient ici? Maximum. C'est maximum. Et on rajoute I à S, et ensuite, pour tous les successeurs de I, pour tous les successeurs, c'est-à-dire J, on va dire, qui appartiennent aux successeurs de I, qu'est-ce qu'on doit faire? Si DJ inférieur à D plus. C'est ça, c'est inférieur ici, à DI plus, c'est plus, c'est multiplié, parce qu'en fait, Ah oui. hein, parce que c'est des produits. Donc, je ne sais pas si je vais mettre star ou point ou ce que vous voulez. CIJ, alors DJ est égal à donc, point, comme ceci. Et c'est tout. Donc, voilà les modifications qu'on doit apporter. Donc, si vous voulez, j'ai apporté ici une modification. Pardon. Juste pour noter un peu les modifications qu'on a apportées. C'est celle-là les modifications qu'on a apportées. Normalement, c'est tout. C'est bon?
Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe à la deuxième question, donc 2. Alors, la deuxième question, qu'est-ce qu'elle demande? Appliquer l'algorithme de Dijkstra modifié sur le graphe qui est là. Donc, application. Donc, nous avons un graphe qu'il faudra peut-être dessiner, hein. Donc, on a combien de sommets? 6. Donc, on a enfin, ici, vous avez des arcs. Donc, vous avez des sommets 1 et 2, 1 et 3, 1 et 4, etc. Donc, on a 6 sommets. Alors, comment on fait? On va aller dessiner ces sommets. On va faire comme ça. Pourquoi ça ne veut pas... Pourquoi ça ne veut pas écrire dessus? Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Attendez, je vais essayer. Habituellement, j'avais la possibilité d'écrire à l'intérieur. Ah, voilà. Donc ça, c'est le sommet X1 ou 1, si vous voulez. Peu importe. Donc CTRL-C, et je vais avoir CTRL-V, 2, 3. Donc ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Alors, j'ai 2, 4 aussi, et 3, 4. Cinq. Et enfin, le 6. Et les arcs, donc, qu'est-ce que j'ai comme arc? Donc, j'ai 1 vers 2. Un vers 3 aussi. Après, on va rajouter les poids. Pardon. 2 vers 3. CTRL-V. Ensuite, 2 vers 4. CTRL-V. Et 3 vers 4.
Et 3 vers 4 et 3 vers 5. Et 4 vers 6. 5 vers 4. CTRL V. Cinq vers 6. Et 5 vers 4. Bon. Donc, on va rajouter maintenant du texte ici. Et on va mettre ici donc 1,2, c'est 0,6. Juste qu'il faut que je réduise un petit peu ça. Oui, c'est CTRL V. De 1 vers 3, c'est 0,4. De 2 vers 3, c'est 0,2. De 2 vers 4, c'est aussi 0,2. CTRL V. Peut-être qu'il y a quelques erreurs, je ne sais pas. Bon, peu importe. Théoriquement, la somme des trucs sortants devrait être égale à 1, mais je ne sais pas. Ensuite, de 3 vers 4, 3 vers 4, c'est 0,5, mais ce n'est pas ici. « 3 vers 4, 3 vers 5, 0,8. Ce qui n'est pas logique, du tout, du tout. Bon, on verra bien la suite. De 5 vers 4, c'est 0,1. De 4 vers 6, c'est 0,7. Et enfin, de 5 vers 6, c'est 0,3. Est-ce que tout est bon là? Je ne me suis pas trompé. De 2 vers 3, c'est 0,2. De 2 vers 4, c'est 0,2. C'est bon en principe, mais bon, il y a quelque chose qui cloche quand même. Il me semble que normalement, la somme des probabilités qui doivent sortir d'un arc la somme doit être égale à 1. Bon, si c'est quelque chose qui est genre chaîne de Markov et tout, bon,
sais pas, vous connaissez peut-être pas encore ce genre de choses. Ce n'est pas grave, bon, on prend les choses comme elles sont et puis c'est pas grave, hein. C'est juste une application pour l'algorithme, quoi. Donc, si nous devons appliquer l'algorithme, alors, donc on a dit qu'ici, on devrait avoir un 1 et un tiré pour dire qu'il n'y a pas de successeur. Ensuite, l'algorithme de Dijkstra, qu'est-ce qu'il dit? C'est que tous les autres, normalement, ils sont à 0. C'est-à-dire qu'on devrait avoir quelque chose de ce style-là. C'est 0. Donc voilà, pour les 5 autres sommets, c'est 0, sauf pour le premier, on a initialisé à 1. Donc on va suivre plutôt notre algorithme, hein. Donc voilà, tous les DI à la part I égale S, l'initialisation elle est égale à 0. En fait, le D, ça remplace notre pi, quoi. Et après, on devrait choisir un sommet qui a le pi ou le D qui est égal au maximum. Or ici, ils sont tous à 0, sauf le premier. Donc je choisis celui-là qui est égal à 1. Donc c'est celui-là qui correspond au DI maximum. Donc, et qu'est-ce qu'on nous dit? Donc il faut parcourir tous ses successeurs. Donc il a 2 successeurs, le 2 et le 3, et vérifier est-ce que le DI du successeur est inférieur au DI, le D du successeur est inférieur au DI, c'est-à-dire celui qui a été choisi, multiplié par CIJ ou RIJ ou ce que vous voulez. Donc si je prends ici, j'ai 0 qui est inférieur à 1 fois 0,6. Donc je vais faire la mise à jour. Donc je vais dire ici, en principe, ça devrait devenir 0,6. Voilà. Et le prédécesseur, cette fois-ci, c'est 1. Et le sommet X1, ou si vous voulez, on va écrire X1 de préférence, pour comprendre un peu qu'il s'agit bien d'un sommet et qu'il n'est pas une valeur. Et celui-là, c'est pareil, donc ça va être 1 fois 0,4, qui va être comparé à 0, et donc comme c'est supérieur, donc si c'est DJ est inférieur à DI fois, donc alors on fait la mise à jour. DJ ici c'est égal à 0, donc c'est inférieur à DI fois 0,4, donc on fait la mise à jour ici aussi. Donc ça devient 1 fois 0,4, et ici, donc c'est toujours X. Bon. Ceux-là, ils ont été. Donc celui-là, il va être enlevé en quelque sorte, il va être rajouté à S. Donc on ne va plus choisir ce sommet-là. Donc je dois choisir le maximum des DI dans les sommets qui sont 2 et 3, etc. Donc le maximum, cette fois-ci, c'est 0,6. D'accord? Entre 0,4, 0,6 et 0 et 0 et 0. Donc le maximum, c'est 0,6. Donc je vais appliquer exactement la même chose. Donc je vais faire la mise à jour, améliorer en quelque sorte les points qui sont associés au sommet successeur.
Donc ici, j'ai 0,6 fois 0,2. Il est supérieur à 0. Donc ça me donne ici. Bon, allez, on va agrandir un petit peu ça pour ne pas avoir. Donc ça nous donne combien? 0,6 fois 0,2, c'est 0,12, n'est-ce pas? Et le prédécesseur, c'est x2. Ici, 0,6 fois 0,2, c'est 0,12, n'est pas supérieur, si vous voulez, ou plutôt 0,4 n'est pas inférieur à 0,6 fois 0,2. Donc, il n'y aura pas de mise à jour par rapport à cette valeur. Donc, cette valeur, elle reste comme elle est. Et on a fini donc avec, il n'y a que deux successeurs. Donc, on a fait la mise à jour ici. Et ici, par contre, il n'y a pas eu de mise à jour parce que la valeur qu'il y avait, elle était déjà plus grande. Donc, il n'y aura pas de mise à jour. Donc, on reboucle pour choisir encore le maximum entre 0,12 et 0,4. Parce que celui-là, il va être exclu maintenant. Il va être dans S. Et donc, on exclut ceux qui sont dans S. Donc, entre 0,12 et 0,4 et 0 et 0. Donc, le maximum, c'est 0,4. D'accord? Donc, c'est ce choix-là. Hein. C'est ça qu'on est en train de faire. Pardon. C'est ça. On choisit l'élément qui a le max, tel que J n'appartient pas à S. Or, nous, on devait mettre 1 et 2 dans S. Maintenant, il nous reste que 3, 4, 5, 6. Donc, le maximum cette fois-ci, c'est 0,4, donc qui correspond au sommet J, ou J égale à, ou I plutôt, égale à 3. Donc, je rajoute le 3 dans S et je fais le test par rapport aux successeurs. Donc, les successeurs, donc, je vais comparer donc 0,12 par rapport à 0,4 fois 0,5. 0,4 fois 0,5, ça nous donne 0,2. Donc, qui est supérieur à 0,12. Donc, il y aura une mise à jour ici. N'est-ce pas? Donc, ça devient 0,2. Et donc, le prédécesseur qui nous a permis d'obtenir cette valeur, c'est plutôt x3. Ici, c'est 0,4 fois 0,8. Donc, ça nous donne 0,24, n'est-ce pas? Ou 0,32. Oui. Et le prédécesseur qui nous a permis d'obtenir ça, c'est toujours x3. Voilà. C'est bon? Jusque-là, c'est bon? À partir de là, donc celui-là, enfin, c'est le sommet 1, 2 et 3 sont dans S. Il nous reste 4 et 5 et 6. Donc, je dois choisir parmi ces sommets-là celui qui a le poids le plus élevé. Et il s'agit du sommet 5. Donc, ça veut dire que je vais choisir 5 et je vais essayer de faire la mise à jour pour les autres. Donc, ça nous donne... donc, je vais essayer de faire la mise à jour par rapport à celui-là. 0,2, est-ce que c'est plus grand que 0,32 fois 0,1? Normalement, non, parce que ça devient 0,032. Donc, cette valeur, elle va être maintenue comme elle est. Et par contre, 0,32 fois 0,3, ça nous donne quelque chose qui est de 0,096, si je ne me trompe pas. Et donc ici, on va écrire x5. C'est ça qui nous a permis d'obtenir cette valeur. 0,32 fois 0,3, c'est supérieur à 0, donc voilà ce qui nous a... Voilà. Et donc, on a fini les mises à jour, c'est-à-dire en considérant le sommet 5. Donc, on va rajouter le sommet 5 dans S. Donc, il nous restera 4 et 6.
Donc, quand on va rajouter 4 et 6, pardon, on va rajouter le somme et 5, il nous reste 4 et 6. Donc, le minimum, enfin, le maximum des PI ou des DI, si vous voulez, c'est 0,2 par rapport à 0,096. Donc, c'est ça le maximum. Est-ce que 0,2 fois 0,7 est supérieur à 0,0096? Oui, 0,14. Oui, c'est 0,14. Donc, il y aura une mise à jour ici. 0,14. Et je vais mettre un jour ici aussi. Je vais dire que l'optimum est obtenu grâce à X4. C'est le seul successeur, donc il n'y a pas d'autre mise à jour possible. Donc, ça y est, maintenant, il ne me reste que X6 qui n'est pas dans S. Donc, je rajoute X4 en S. Il ne me reste que X6. Donc, quand je passe à X6, il n'a pas de successeur, donc il n'y a plus de mise à jour possible. Donc, voilà, j'ai terminé l'algorithme de Dijkstra, enfin, adapté, si vous voulez, au calcul de la fiabilité maximum. C'est bon? Est-ce que vous avez suivi un peu ce qu'on a fait ici, ou il y a quelque chose qui cloche? C'est bon, monsieur. Parfait. Troisième question. Donc, après l'application, donc on nous dit montrer qu'en employant les logarithmes, on peut ramener le problème de chemin de fiabilité maximale à celui du plus court chemin. C'est un peu normal. Donc ici, c'est application des logarithmes. Donc, en effet, si on remplace chaque fois R, oui, par RIJ, donc ici c'est des indices, par log de RIJ, d'accord? Donc comme les valeurs, elles seront négatives, c'est-à-dire on avait initialement des valeurs positives, mais comprises entre 0 et 1, d'accord? Mais le logarithme d'une valeur qui est comprise entre 0 et 1, elle est négative, n'est-ce pas? Oui. En effet, si on remplace, on obtient des valeurs négatives. Et en quelque sorte, la fonction logarithme, lorsque les valeurs négatives, d'une part, et qu'est-ce qui doit nous permettre de dire que initialement c'est une maximisation et là ça devient une mini. Bon, avant de dire ça, d'abord excusez-moi,
La première chose, c'est que le euh, produit des Le logarithme des produits. ou si vous voulez plutôt la somme, ouais, la somme des logarithmes, C'est le logarithme des voilà, produits. et plutôt, et ben voilà, et le logarithme du produit d'une part. Donc ça veut dire que, en fait, si on a appliqué l'algorithme, plutôt le logarithme pour chacune des valeurs, donc au lieu de faire maintenant le produit et ensuite prendre le logarithme, enfin faire le produit, on va faire plutôt les sommes, n'est-ce pas? Et ensuite, on va faire le logarithme de cette somme, plutôt l'exponentielle de cette somme pour obtenir le est égal. C'est du produit. Donc, au lieu d'effectuer des produits, des non, Z. Donc, au lieu de faire le produit des RIJ, on effectue la somme des logarithmes la somme des logarithmes des RI pour le même chemin, bien sûr, hein, pour chaque chemin. Et quand on fait la somme des logarithmes, donc en fait, qui est égale donc au produit, au logarithme du produit, donc si vous voulez ici, on va mettre un petit 1 qui est égal au logarithme du produit d'après 1. Donc pour revenir à, pour obtenir la valeur, la fiabilité, allez, la fiabilité du chemin, donc on applique tout simplement l'exponentielle. Exponentielle. D'accord? Donc on applique la fonction inverse pour obtenir. Donc si j'ai quelque chose de ce genre-là, donc logarithme de A plus logarithme de B, etc. Ou sinon A1, A2 plus
Hein, ceci, on a dit que c'est égal au logarithme du produit, n'est-ce pas? A1 fois A2 fois AM. Et donc, si je veux, c'est l'exponentielle de tout ceci n'est autre que le produit qui est là. Et c'est ce qu'on devait chercher, nous. Hein, c'est-à-dire, on devait chercher plutôt le produit. Donc, c'est correspond donc résultat, ou si vous voulez, la fiabilité recherchée. Maintenant, pourquoi ici, c'est-à-dire on cherche la fiabilité maximale, mais comment se fait-il que ça devient plutôt la recherche du chemin du coût minimal? Est-ce qu'il y a une réponse? En employant le logarithme, on peut amener le problème de chemin de fiabilité maximale à celui du plus court chemin. On prend l'algorithme qu'on avait à la base, celui d'Ixtra, et on remplace, au lieu de prendre le poids, on remplace par le logarithme du poids, et pareil pour le reste, et c'est le seul changement qu'on doit faire. Non, mais en fait, comment on peut justifier que la recherche de la fiabilité maximale qui correspond à un produit se ramène à un problème du plus court chemin qui devient une somme. Mais du plus court chemin, c'est-à-dire on revient encore au minimum. Là, on l'avait adapté seulement juste pour que ça devienne un maximum, donc on a rajouté tout ce qu'il fallait. Mais comment se fait-il que ça redevient encore un minimum? Parce que le signe change, puisque le logarithme est négatif entre 0 et 1. Oui, c'est négatif, mais le fait que ce soit négatif, est-ce que les valeurs est-ce que quand je cherche le maximum de quelque chose qui était positif, enfin, le maximum, le fait de passer au logarithme, ça devient une minimisation. On peut le démontrer en prenant une inégalité, par exemple A inférieur à B, Oui, tel que A et B sont dans l'intervalle 0,1. oui. Si on fait rentrer le logarithme, qui deviendra logarithme de A et logarithme de B, l'inégalité va changer de sens. Elle va changer de sens, vous êtes sûr? En principe, non. En fait, la fonction, elle est croissante. Elle est croissante monotone, logarithme. Donc, si elle est croissante, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement de sens, n'est-ce pas? Quand on augmente la valeur, le logarithme augmente aussi.
sauf qu'on est dans le négatif. En fait, justement, ce qui nous est suggéré ici dans cet algorithme, c'est qu'on va changer aussi les signes. Donc, si on multiplie aussi les poids obtenus, donc après application du log par moins 1 de l'algorithme, la recherche. En fait, là, on multiplie par moins 1, si vous voulez, nous permettra d'obtenir plutôt, donc je mets ici pour avoir des poids positifs. D'accord? Pour avoir des poids positifs, la recherche, donc, revient donc à la recherche du chemin de fiabilité max, du chemin de fiabilité max revient à la recherche du chemin de poids. Voilà ce qu'il fallait dire. Sinon, si on ne multiplie pas par moins 1, non, la recherche du chemin de fiabilité max revient à la recherche du chemin de poids max, parce que la fonction, elle est croissante. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'exercice 2. S'il n'y a pas de questions, on passe à l'exercice 3. 3, c'est... Ah oui, je n'ai pas dit, en fait, je devais faire aujourd'hui, mais finalement, je suis passé au TD parce que je préfère avancer encore dans le TD et on verra en fonction de l'avancement dans la semaine prochaine pour voir après si je fais court ou il le faut. Après, vous avez une semaine de repos, c'est ça? Quelque chose comme ça? Une semaine de révision? On a une semaine de présentiel, puis après, oui, c'est une semaine de vacances. Semaine de vacances. Si les gars, c'est pour faire du... Je suppose que beaucoup d'enseignants vont vous dire qu'on peut faire un cours supplémentaire. Je ne sais pas si on vous l'a dit ou pas. Bon, s'il n'y a pas d'enseignants, peut-être que je vais me permettre, moi, de faire au moins le cours concernant les flots, juste le cours, peut-être un exercice ou deux. C'est un cours léger, pas quelque chose de très difficile. C'est aussi comme ça, c'est des algorithmes, donc il n'y a pas quelque chose de très compliqué, quoi. Donc on passe à l'exo 3 s'il n'y a pas de questions. Donc d'exercice 3, c'est un peu théorique. Donc on nous dit seulement que il y a 4 exercices. Dans un graphe connexe, est-ce que je suis là? Chaîne incluse dans le mur reliant les deux sommets. Ben, c'est l'exercice 3 et l'exercice 4, c'est les mêmes, hein. Pratiquement les mêmes.
Oui, c'est la même chose. Donc, on fait directement l'exercice 4. D'ailleurs, dans mon autre document, il n'y a pas l'exercice. Il n'y a pas l'exercice 4. Il y a l'exercice 3 qui est en fait l'exercice 4. C'est bizarre. Donc, c'est pas grave, on va faire directement l'exercice 4. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Après que toute sous-chaîne ou tout sous-chemin d'un chemin qui est optimal est aussi optimal. C'est-à-dire que, bon, si je prends une partie ou un sous-chemin d'un chemin optimal, donc celui-là aussi, il est optimal. C'est-à-dire que je ne peux pas trouver mieux. Et c'est grâce à cette propriété qu'on peut trouver, enfin, c'est ça qui nous permet en quelque sorte de retrouver la trace d'un chemin tout en gardant juste le minimum d'informations. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de garder le chemin en entier. Je garde juste l'histoire des prédécesseurs là qu'on gardait. OPT là, enfin, qui est dans l'algorithme. Donc, comment on va démontrer cela? Par l'absurde. Encore, oh oui, on n'y échappe pas. Donc, voilà, donc on doit démontrer ça par l'absurde. Donc, première question. Donc, on a un chemin de poids minimal, donc qui s'appelle comme ça. Donc, je vais prendre plutôt ça. Donc, c'est ça. Donc, qui part de I0 jusqu'à IK, ou IK plus 1, si vous voulez. Donc, on veut montrer que tout chemin entre les sommets I, L et M, de telle sorte, de la forme IL plus 1, etc., et sont aussi de valeur optimale. Donc, on doit montrer que tout sous-chemin est aussi de poids minimal. Donc, on fait une démonstration par l'absurde. Donc, supposons que le sous-chemin reliant un sommet, on va dire IL, L supérieur ou égal on va dire plutôt comme ça, compris entre 0 parce qu'on commence ici à I0, donc I0 et
jusqu'à K, jusqu'à K plus 1, ici J c'est K plus 1. D'accord? Reliant un sommet IL tel que L est compris entre 0 et K au sommet, ici des virgules, juste au sommet I quoi maintenant? IM jusque MCNN10 aussi que M cette fois-ci est compris entre M est compris entre L plus 1 bah, c'est normal, c'est que ça ne peut pas être L avant L et K plus 1. D'accord? Donc, supposons que le sous-chemin reliant un sommet IL et 1 n'est pas optimal. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, Dans ce cas, il existe un chemin reliant voilà, qui est existe exactement un autre chemin reliant donc IL à IM. Et qui est de poids inférieur chemin. Bon, donc le chemin reliant à 1 sont optimal, inférieur. Donc soit en sigma par exemple, sigma, si je peux faire une insertion ici, objet, formule, relation, fonction, autre. Ben, finalement, ça existe, sigma. Ce chemin. Soit sigma ce chemin. Donc le chemin dans lequel je vais remplacer le chemin dans lequel le chemin, on va dire Y, celui-là,
ou plutôt si on remplace. On remplace le dans le sous-chemin qui va de IL à IM. Reliant CTRL V, IL à IM par le fameux sigma. On obtient un chemin de poids inférieur. Ben voilà, on dit contradiction. On n'est pas trop philosophé. Donc, si on remplace en fait le sous-chemin qui était dans ce chemin par sigma, qui est l'autre chemin de cours qui est de cours plus petit, donc on obtient un chemin de poids inférieur. Or, celui-là était supposé un chemin déjà de poids minimal. C'est-à-dire qu'on n'était pas censé trouver plus petit que ça. Donc, on arrive donc à une contradiction. Voilà. Ensuite, on déduit une méthode pour retrouver les itinéraires des chemins de valeur optimale entre tout couple de sommets. Donc, en fait, on nous demande ici de parler de matrice de routage des successeurs et des prédécesseurs. Est-ce que vous voyez un peu à quoi on veut venir? Oui. Oui. Donc ici, en fait, on veut juste donner une matrice de routage, c'est-à-dire qu'en fait, pour chaque sommet, quel est exactement son successeur, puisque, comment dirais-je, dans le chemin de poids minimal, si on cherche le chemin qui va d'un sommet S d'un sommet I à un sommet J, on va dire, donc dans ce chemin-là, quel est tout simplement le prédécesseur de J, ou bien quel est le successeur de I? Suffisent, hein, c'est-à-dire suffisent. Pourquoi? Parce que le sous-chemin qui est à partir du prédécesseur de J, en disant de I jusqu'au prédécesseur de J, aussi est un chemin optimal. Allez, je vais écrire quelque chose. Allez. Donc, si j'ai un chemin de I qui va vers J, mais il passe par un certain G', ensuite J. Donc, celui-là, c'est un chemin optimal. Donc, si celui-là est un chemin optimal, il passe par un sommet G', ensuite J, c'est-à-dire juste que G', c'est le prédécesseur de J dans ce chemin-là. Donc, puisque on vient de démontrer que de I à J, à G' aussi, c'est un chemin optimal, parce que c'est un sous-chemin de I vers J. Donc, I vers J' aussi, c'est un chemin optimal.
est aussi un chemin optimal, n'est-ce pas? Donc, si c'est le cas, ça veut dire que pour moi, il suffit que, pour dire, pour énumérer ou pour retrouver le chemin allant de I à J, il suffit que je connaisse en quelque sorte le prédécesseur de J, qui est G'. Et donc, à partir de là, je peux retrouver ensuite, puisque pour I à J', je dois connaître aussi le prédécesseur de G', et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que pour chaque couple, donc la matrice de routage, qui va être basée sur les prédécesseurs, hein, et comme suit, on va dire. Donc, R, on va l'appeler comme ça, routage, IJ. Donc ça va être en indice, est égal, tout simplement, est égal au prédécesseur de J dans le chemin optimal reliant I à J. Est-ce que vous avez saisi un peu ce que... C'est ce qu'on a fait jusque-là dans les algorithmes. Si vous vous rappelez, en fait, dans l'algorithme juste qu'on vient de voir, hein, par exemple l'algorithme de Dijkstra, vous voyez ça. Ce qu'on a mis ici, c'est qu'on a gardé pour J, c'est-à-dire le dernier, juste l'indice du prédécesseur qui nous a permis d'obtenir le chemin optimal. Donc c'est exactement ça. Enfin, c'est grâce, si vous voulez, à cette propriété ou à ce qu'on vient de montrer là. C'est bon? Monsieur, mais quelle est l'utilité de cette matrice de routage exactement? Bah, écoutez, si vous avez tous des chemins qui vont de tous les sommets vers tous les sommets, donc vous voulez les chemins optimaux qui relient chaque sommet à chaque sommet, à chaque autre sommet. Donc à ce moment-là, au lieu de garder ces chemins tels quels, c'est-à-dire les énumérer, donc le chemin par exemple qui va de I vers J, enfin il va passer par I1, I2, etc. Donc je dois énumérer tout le chemin. Je n'ai pas besoin d'énumérer tout le chemin. Donc quand je veux le chemin de I vers J, je ne garde que le prédécesseur de J. D'accord? Donc j'ai une matrice dans laquelle je vais garder pour le chemin allant de I vers J, je garde que le prédécesseur de J. Donc c'est une autre représentation de l'ensemble des chemins optimaux. C'est ça. On aura tous les chemins optimaux. Si je veux aller de I vers J, je vais garder donc le prédécesseur. Et ensuite, c'est quoi le prédécesseur? C'est J'. Eh ben, je vais aller regarder dans la case I vers J'. Et je vais retrouver le prédécesseur de J' dans le chemin. Et ensuite, je vais trouver par exemple J seconde. Je vais aller de I vers J seconde et ainsi de suite. Donc en fait, d'accord? D'accord, je vous remercie. Ok. On peut aussi garder le successeur donc, de I. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, au lieu de la matrice de routage, va être tout simplement comme ceci. RIJ est égal, au lieu de mettre, on met le successeur de I. Donc c'est exactement le même principe, c'est-à-dire au lieu de garder
le prédécesseur du dernier, on peut aussi prendre que le successeur du premier. Et comme le chemin du successeur jusqu'au dernier, c'est-à-dire en fait, sur le chemin de I allant vers J, le chemin du successeur de I jusqu'à J est aussi optimal. Donc, je garde que le successeur de I. Et du successeur jusqu'à J, c'est pareil, il est aussi optimal et ainsi de suite. Donc, je peux garder que le successeur pour chaque somme. Donc, les deux, c'est des matrices. Donc, soit l'une, soit l'autre. Et à ce moment-là, on obtiendra tous les chemins allant de tous les sommets vers, si vous voulez, reliant tout couple de sommets. C'est bon? Monsieur, une question. Oui. Par rapport aux extrémités, par exemple, pour la première matrice, prédécesseur de I, Oui. qu'est-ce que ce sera comme valeur? Attendez, vous avez une matrice, donc pour le I variant de 1 jusqu'à N et J variant de 1 jusqu'à N. Donc après, pour un I donné et un J donné, vous avez un chemin. Et donc, dans ce chemin que vous avez calculé grâce à un algorithme, vous avez déterminé quel est le prédécesseur qui nous a permis, par exemple, d'atteindre de I d'atteindre J. Donc, le prédécesseur du dernier, je le note dans ma matrice. C'est tout. Vous voyez, par exemple, cet algorithme de Dijkstra ici, il nous permet d'aller de S, d'un sommet S, vers tous les autres sommets. Ce n'est pas de tous les sommets vers tous les sommets. On a vu un autre algorithme, si mes souvenirs sont bons, je ne me rappelle pas, qui nous permet d'obtenir tous les chemins de tous les sommets vers tous les sommets. Ici, par contre, c'est d'un sommet S vers tous les sommets. C'est-à-dire si je dois l'appliquer pour un sommet S, pour un sommet S ensuite vers un S', etc. Donc j'obtiendrai en quelque sorte cette matrice-là. Il faudrait que je l'applique N fois, cet algorithme. D'accord. D'accord? Parce que là celui-là, il ne concerne qu'un sommet de départ vers tous les sommets. Or, ici, la problématique est autre, c'est-à-dire qu'on cherche plutôt à avoir les chemins allant de tout couple de sommets, enfin, reliant tout couple de sommets dans le départ. Les chemins de points mis. D'accord. On a vu un algorithme, le dernier algorithme, il me semble, c'était Floyd ou quelque chose comme ça, qui permettait de déterminer le chemin entre tout couple, le chemin de coût optimal entre tout couple de sommets. Ok, c'est bon? Voilà. Après, on nous dit dans cette ceci à quoi se réduisent ces matrices de routage lorsqu'on s'intéresse au problème de chemin de valeur optimale issu d'un sommet donné I0 ou aboutissant à un sommet donné J0. On prend soit une ligne, soit une colonne de cette matrice. C'est exact, oui. C'est-à-dire si je prends par exemple le RIJ qui contient les prédécesseurs, donc ça va être la ligne I. Donc ça, c'est la troisième question, je crois. Donc c'est ça. Donc, si on a la matrice de routage qui est celle-ci, alors oui,
pour la matrice de retour, si on a la matrice, pour la matrice, on va dire, matrice de routage définie par RIJ égale prédécesseur de J dans le chemin optimal reliant I vers J. Oui. Lorsqu'on s'intéresse pardon, je ne sais pas comment ça s'écrit, s'intéresse. J'ai tout mis. Allez. Lorsqu'on s'intéresse au chemin issu d'un sommet donné, I0, donc I0, on ne prend que... Donc, ça va être la ligne. Parce qu'en fait, c'est la ligne, ça nous donnera les chemins de I0 vers toutes les colonnes. Donc, vers 1, 2, 3, etc., vers tous les autres sommets. Et donc, à chaque fois, on a le prédécesseur du dernier. La ligne, donc on prend que la ligne I0. N'est-ce pas? Oui. Si on prend plutôt celle qui est définie par ça, c'est-à-dire par celle-ci, ça va être la colonne I0. Parce que c'est le successeur de I0, ça ne suffira pas. Donc, le successeur de I0, donc ça va être la colonne I0. Bon, bref. Donc, si on s'intéresse par contre au sommet, ici aboutissant au sommet J0, donc si on s'intéresse. J'oublie des fois. Si on s'intéresse au chemin aboutissant à un sommet donné, on va appeler J0, on prend la colonne J0. OK? Ok. Donc voilà un peu ce qui est... Bon. Et quatrième question, appliquer ces méthodes sur le graphe suivant en considérant les chemins de valeur optimale. Les chemins de valeur optimale, mais on ne nous dit pas est-ce que issu d'un sommet donné ou est-ce qu'on doit calculer pour tout couple de sommets. Puisqu'on ne nous dit pas, on va considérer tout couple de sommets, on va essayer de construire la matrice de routage. Donc, comme il y a 6 sommets, donc on va avoir une matrice, allez, un tableau, insérer un tableau, avec, on va mettre 7 colonnes, 7 lignes. Insérer. Bon, j'aurais préféré c'est pas grave comme ça.
Bon, allez, ça c'est x1, x2, x3, x4, 5 et 6. x1, x2, x3, x4, x5. On ne va pas appliquer les algorithmes, on va directement, intuitivement, quoi, déterminer les chemins de coût minimal pour ne pas perdre beaucoup de temps, c'est-à-dire pour aller vite. Voilà. Alors pour le chemin allant de x1 à x1, bah, on va dire qu'il n'y a rien, hein, on peut rien mettre. Sur la diagonale, il n'y a rien. Peut-être qu'on peut écrire x. Pour le chemin allant de x1 à x2, bon, ici on est un peu. Alors, il y a qu'un seul, donc c'est x1. Oui. Pour de x1 à x3, donc c'est clair que c'est x1 aussi. x1 à x4. Alors, où est-ce qu'il est x4? Ah non, excusez-moi, je me suis trompé. Je pensais que x3 était... Oui, je me suis trompé. Vous avez raison. J'agrandis un petit peu pour mieux voir le graphe. Donc, de x1, le chemin allant de x1 à x2, c'est x1, c'est bon. Pour x1 à x3, on voit bien que le chemin, en principe, celui-là, c'est 5, et celui-là, c'est 3. Donc, je crois plutôt, c'est x4, n'est-ce pas? Le prédécesseur de x3, oui, c'est x4. Ouais. Le prédécesseur de x4, c'est x1. Prédécesseur de x5, donc on a le choix entre x3 et x4, mais je pense plutôt que c'est x3. Ça nous donne 2, et 2, ça fait 4, 5. Comme ça, 5. Alors que si on passe par là, ça ne va pas être... Donc, c'est plutôt x3. Le prédécesseur de x6, donc si on passe par là, c'est 9, plus 2, ça fait 11, 12. Et par là, ça fait déjà 12, donc c'est plutôt x3 aussi. Parce qu'il n'y a que 2 prédécesseurs, mais on voit que ici, alors, le prédécesseur de x2 vers x1, est-ce qu'il y a un chemin de x2 vers x1? Il n'y a pas. Donc, il n'y a pas. De x2 vers x3, bon, c'est... Monsieur, monsieur, Oui. vous pourriez reprendre celui de x1, x6, s'il vous plaît. x1, x6. Donc, si je dois aller à x1, x6, je regarde un peu d'abord quels sont les prédécesseurs de x6. C'est x3 et x5, n'est-ce pas? Si je passe par x5, donc j'ai déjà 6 par là. Ah oui, vous avez peut-être raison. 6 par là et 2, ça fait 8. Donc, c'est plutôt x5, oui. Je me suis trompé. x5. x5. Bon, parce que je suis en train de faire intuitivement, ce n'est pas la bonne méthode. Hein. Il faut en principe appliquer les algorithmes. C'est juste pour aller un peu vite, pour comprendre un peu la matrice de routage. Le but, ce n'est pas d'appliquer les algorithmes. J'espère que maintenant, vous avez compris un peu comment les appliquer. Mais on reviendra dessus dans la partie ordonnancement, dans les exercices relatifs à l'ordonnancement. Donc, on reprendra un peu
les algorithmes de Dijkstra. Alors, donc on a dit de x2 à x1, il n'y a pas du tout de chemin vers x1, donc on va mettre tiré de x1 vers x3. Donc non, de x2, pardon, de x2 vers x3, bah, c'est x2, n'est-ce pas? C'est 2. De x2 vers x4, est-ce que oui, c'est x2 Pareil. encore? De x2 vers x5. Alors, c'est x3, j'ai l'impression, donc c'est comme ça. De x2 vers x6, et x3 également. x5. Parce que ça va être encore ce passage-là. Ah non, 6, 8, ça fait 10. Et comme ça fait 12. Ça fait... c'est x3. Comme ça fait 11, oui. Et comme ça fait 10. Donc, x6, il vaut mieux qu'il passe par x5. C'est clair? Oui. De x3 vers x1, il n'y a pas de chemin, donc on va mettre un tiret. De x3 vers x2, il n'y a pas de chemin. De x3 vers x3, j'ai mis un tiret parce qu'on va dire que c'est 0. C'est tout. De x3 vers x4, est-ce qu'il y a un chemin de x3 vers x4? Non plus. De x3 vers x5, bah, c'est x3. De x3 vers x6, c'est x5. x4 vers x1, c'est toujours 8 au lieu de 9. C'est 8, c'est mieux que 9. Donc, il vaut mieux passer par x5. De x4 vers x1, il n'y a pas de chemin. x4 vers x2, il n'y a pas de chemin. De x4 vers x3, c'est x4. x4 vers x4, x4 vers x5. Alors, il y a deux chemins possibles. x3. x3. Et x3 vers x6, x4 vers x6. Donc, c'est pareil, il vaut mieux passer par x3, ensuite x5, donc x5. x5 vers x1, il n'y a pas. x5 vers x4, il n'y a pas. x5 vers x6, c'est x5. Et x6, il ne va vers aucun autre sommet, donc c'est rien partout. Voilà donc ma matrice de routage. Donc, ça me permet de déterminer tous les chemins de coût minimal ou de coût optimal reliant n'importe quel sommet à n'importe quel sommet. Bon, certains, bien sûr, n'existent pas, mais là où ils existent, on peut les déterminer. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, maintenant déterminer le chemin qui va de x1 à x5 ou à x6, donc si je veux déterminer le chemin de x1 à x6, donc je vais dans cette case, je me dis, donc je dois passer par x5, et donc ça veut dire que je dois aller de x4 à x5, je dois passer donc par x3, ensuite de x3, je dois passer par x4, et de x4, je dois passer par x1. Vous voyez un peu comment j'ai déterminé. Donc, si je veux aller de x1 jusqu'à x5, donc il a fallu, pardon, x6, hein, donc je suis allé dans cette case. Donc ça veut dire que ça m'a dit, il me dit qu'il fallait passer par x5. D'accord? Et ensuite, je vais aller de x1 à x5, il me dit qu'il faut passer par x3. Donc je rajoute ici x3. Et de x1 vers x3, donc il me dit qu'il fallait passer par x4. Donc je mets ici x4.
enfin, de x1 vers x4, il me dit qu'il fallait passer par x1, donc je suis sur x1, donc c'est bon. Donc le chemin pour aller de x1 à x6, donc c'est celui-là, de x1, x4, x3, x5, x6. D'accord? Donc voilà un peu comment je peux déterminer de n'importe quel couple à n'importe quel couple, pourvu que le chemin existe. C'est OK? C'est bon? Là, je vous ai retenu petit puisqu'il en faut. Vous avez un cours maintenant? Allô, allô? Non, monsieur. Non, on n'a pas de cours. Ah, vous n'avez pas de cours. Bon. Est-ce qu'il y a des questions c'est ce qu'on vient de faire? Donc, on aurait pu, bien sûr, appliquer cette définition aussi. Plutôt celle-là. Au lieu de prédécesseur, on peut prendre aussi le successeur. OK? Oui. Parfait. Donc, si vous n'avez pas de cours, est-ce qu'on peut prendre encore... je vais prendre une petite demi-heure, je vais vous laisser manger ou vous reposer un peu. Et on reprend, si vous voulez, à 1h30 ou à... Est-ce que ça ne vous dérange pas? Comme ça, on va faire des exercices relatifs à l'ordonnancement. Personne ne se prononce. Est-ce qu'on va dire que quand personne ne dit rien, ça veut dire que c'est OK ou ça veut dire que c'est plutôt... Vous avez fait cours ce matin, toute la matinée ou pas? On a fait juste un TD avant vous, À 9h40. à 9h40. Donc, je pense qu'on peut se permettre de rajouter une petite heure peut-être pour faire les deux exercices relatifs à l'ordonnancement. Comme ça, il nous restera des exercices par rapport aux arbres et arborescences, il n'y a pas grand-chose. Okay. Et voilà, si nous avons du temps, et comme ça, on peut reprendre des exercices éventuellement la semaine du présentiel. Si nous avons le temps de faire le cours concernant les flots, on fera les exercices aussi relatifs aux flots. OK? Donc on reprend d'ici 1h30, d'ici une demi-heure exactement. Monsieur, Comment? le même lien? Je vous l'envoie dans un petit moment. D'accord, d'accord. Celui-là, je suppose qu'il va il va expirer dès que je quitte. Je ne sais pas si je peux reprendre. Pardon. Je ne sais pas si je le maintiens actif, parce qu'il va se maintenir. Bon, pour ne pas prendre de risques, allez, je vais l'arrêter et je vais créer un autre épisode. Ok.